Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines, ancien ministre, ancien président du Sénat. Vous êtes un proche de François Fillon, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous ferons le point sur l'actualité, notamment celle de votre famille politique, l'UMP, qui est réunie en Conseil national à Paris, avec Caroline, comme chaque semaine. Bonjour, Caroline. Nous verrons ce que les internautes, les questions qu'ils se posent à votre sujet. Mais commençons d'abord par le pacte de responsabilité avec les entreprises lancé par François Hollande. On continue beaucoup à commenter, on en sait un petit peu plus ou un petit peu moins, je ne sais pas trop, ça dépend un petit peu du point de vue que vous nous donnerez. En tant qu'ancien ministre du Travail, vous devez vous réjouir peut-être de cette nouvelle orientation. Est-ce que cela va dans le sens que vous prônez, notamment le dialogue avec les entreprises, avec les partenaires sociaux? Ce que je constate, c'est qu'on nous avait annoncé que la boîte à outils était complète il y a quelques mois, qu'il n'y avait pas de problème de crise, qu'il n'y avait pas de problème de compétitivité française, et que le président de la République s'est rendu compte de tout cela. Et l'ancien ministre du Travail que je suis, qui est pratiqué avec Jean-Louis Borloo, les emplois aidés qui sont nécessaires, eh bien, nous savons que sans croissance, sans les entreprises, il n'y a pas de création d'emplois. Et nous avons perdu 20 mois sur ce sujet. Et donc maintenant, c'est du concret. Et moi, c'est plutôt autour de l'exigence et non pas de la confiance que je vais me situer, du concret. Je vois que la seule chose qui soit sortie, c'est un nouveau conseil aujourd'hui. Maintenant, il faut des actions concrètes, il faut baisser réellement le coût du travail, il faut donner à l'entreprise les moyens. J'aurais préféré un pari de confiance dans les entreprises, quitte à donner un pari à temps limité, parce que c'est autour de la confiance que nous allons pouvoir reconstruire la compétitivité française et donc donner un dynamisme à la création d'emplois. Ça vous laisse dubitatif globalement? Attendez, moi, j'attends pour voir et mon vote sera un vote d'exigence. Alors, les parlementaires ont voté cette semaine le non-cumul des mandats. François Hollande juge que cette loi sera irréversible, mais la droite promet de revenir dessus si jamais elle revient au pouvoir en 2017. Est-ce que c'est crédible ? Je crois que la loi n'est naturellement pas irréversible. Je crois que la question du cumul des mandats, il faut la poser, j'allais dire que... que François Hollande ait parlé d'une loi irréversible? C'est un mot politique. Mais sur le fond, cette loi n'est pas irréversible parce qu'elle n'est pas inscrite même dans la Constitution. Et d'ailleurs, la Constitution, ça peut se modifier. Donc la droite reviendra sur le texte. Je pense qu'il sera nécessaire parce que sinon, et notamment pour le Sénat, vous aurez une profonde transformation de la représentation du territoire. En effet, article 24 de la Constitution, n'en déplaise à M. Orvoas, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a dit un peu n'importe quoi sur ce sujet en début de semaine. La responsabilité des sénateurs, c'est de représenter les collectivités territoriales de la République. Et qu'est-ce que les collectivités territoriales représentent, si ce n'est le territoire elle-même? Et donc, je pense que cette question de cumul, elle est une forme de populisme. Et c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre. Sauf ceux qui vivent comme moi, depuis 27 ans, je suis à la fois un parlementaire et un maire. Et personne n'imagine que j'ai été un parlementaire absent et un maire absent. Donc vous craignez des assemblées qui seraient remplies d'apparatchiks? Je pense que doubler, notamment pour le Sénat, du passage à la proportionnelle pour les 3/4 des sénateurs en 2017, nous ayons un Sénat qui ne représente plus vraiment le territoire, mais tout simplement les choix des partis politiques. Et quand on voit la constitution des listes européennes dans tous les partis, y compris le mien, nous voyons bien la difficulté qu'il y a à faire émerger des talents du territoire. Parce que le mode proportionnel va désincarner le Sénat, avoir un espèce de Sénat qui risque d'être hors sol, alors qu'il a la responsabilité de représenter le sol. Nous reviendrons sur le Sénat tout à l'heure, Monsieur Larcher. D'abord, les élections du printemps. Dans 50 jours se dérouleront les municipales. Est-ce que vous croyez à une vague bleue à de nombreuses villes qui vont revenir dans l'escarcelle de la droite? Si j'en crois les analyses qui sont faites, et pas simplement des sondages, je pense qu'il y aura un mouvement en faveur de l'opposition, parce qu'il y a d'abord une très forte abstention à gauche. Nous le sentons bien dans les rencontres que nous avons. Une formidable déception. François Hollande a été élu sur le discours du Bourget,
Et voilà qui fait un discours de l'Élysée qui n'est pas un changement de trajectoire, qui est un véritable tournant. Et une partie de ses électeurs, et c'est bien naturel, ont le sentiment d'être trompés. En même temps, les résultats ne sont pas là. Et qu'on le veuille ou non, même si c'est d'abord une élection locale, l'incidence nationale sera présente. Voilà pourquoi j'ai globalement confiance. D'autant plus que les candidats du centre et de l'UMP sont sur un projet responsable autour de la maîtrise de la fiscalité, autour de la maîtrise de la consommation du territoire, autour des questions de sécurité, autour du développement économique, et c'est l'attente numéro 1 de nos concitoyens. Quelles villes sont gagnables selon vous Alors, pour l'UMP? moi, je vais vous mettre en garde, vous. On va faire une liste de villes, et naturellement, vous aurez les yeux braqués sur Lyon, sur Marseille, sur Paris, sur Lille, sur Strasbourg, sur Reims ou Angers. La France, c'est une France aussi de petites villes et de villes moyennes. Il y en a plus de 2500 qui ont plus de 3500 habitants. Et c'est là, à mon avis, que le changement sera majeur. Mais je pense à une ville comme Angers que nous pouvons gagner. Je pense à Reims que nous pouvons gagner. Alors, et pourquoi pas d'autres villes comme Strasbourg ou Paris. Une question précise, approuvez-vous le soutien controversé finalement du président de l'UMP à François Bayrou à Pau? Vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'oublie pas. Et François Bayrou a fait un choix, qui est un choix qui a été une vraie erreur, me semble-t-il, en tous les cas une faute politique, qui est de soutenir François Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais en même temps, François Bayrou, quelque part, reconnaît son erreur et nous appelle à la rescousse. Alors, il appartenait aux militants, me semble-t-il, de la région paloise et de Pau, de nous faire part de leurs sentiments. Et c'est autour de cela que se construit une forme de coalition, mais moi je n'ai pas oublié. Ça ne vous choque pas donc que l'UMP soutienne Mais quelqu'un qui est appelé à voter François Hollande? Parce que aussi, c'est une élection territoriale et locale. Est-ce que selon vous, Jean-François Copé fait un bon président de l'UMP? Il fait, en tous les cas, dans le cadre de l'UMP, un certain travail qui n'est pas facile pour lui, parce qu'il a un problème de légitimité. Mais voilà pourquoi. Un bon président? C'est un président de l'UMP. Je n'ajouterai pas d'adjectif qualificatif en l'état. Mais par contre... Bah, au moins, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais par contre, je lui mets une réussite, qui est une réussite collective, mais que je lui attribue, c'est que nous allons avoir un conseil national samedi. Et c'est une étape importante. Vous savez, ce n'était pas évident il y a un an d'avoir ce conseil national. Et nous allons nous retrouver pour prendre un certain nombre de décisions. Un bureau politique qui soit un vrai bureau politique. Eh oui. Même si ce bureau politique est une forme de coalition, mais c'est une réalité. Il va être mis en place. Des décisions sur les orientations du mouvement, notamment en matière économique et sociale. Alors, parlons de François Fillon, votre ami. On sait que vous êtes proche de longue date avec lui. Est-ce qu'en 2013, bon, ça ne s'est pas super bien passé pour lui, il y a eu quelques sorties acrobatiques. Est-ce qu'il a gâché ses chances pour la primaire de 2016 ? Non, je pense qu'il n'a pas gâché ses chances. Vous le savez comme d'autres que je lui ai fait part d'un certain nombre d'observations sur le dernier trimestre de 2013. Je pense que François Fillon, qui est candidat, chacun le sait, à la primaire, eh bien, doit se préparer à cette primaire, mais en même temps respecter, et il le fera, les règles de la primaire. Celui qui remportera la primaire sera notre candidat, j'allais dire quel qu'il soit, autour d'un projet qui nous rassemblera. Et moi, qui suis avec François Fillon depuis très longtemps, puisque j'étais autour de Philippe Seguin, eh bien, c'est autour de ces valeurs que j'ai envie Nicolas Sarkozy doit se plier à cette primaire? Moi, personnellement, nous avons des règles à l'intérieur du MP. Vous savez, j'ai aussi des contacts avec Nicolas Sarkozy. Bien sûr, vous l'avez rencontré. Oui, et puis on a des contacts, parce que moi j'ai des contacts, j'ai eu avec Nicolas Sarkozy des rapports. Est-ce qu'il doit se plier à la primaire? Bien sûr, si cette primaire, elle se fait à l'intérieur de l'UMP, il y a des règles et que nous avons décidé ensemble. Et la moindre des choses, c'est de respecter les règles à l'intérieur du mouvement. Alors, est-ce que, bon, vous avez été président du Sénat jusqu'en 2011, est-ce que vous rêvez toujours de cette présidence du Sénat? Est-ce qu'on se dirige, si la droite a les moyens de l'emporter à la fin de l'année, vers un match d'abord entre Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin? Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, on le verra. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que le Sénat est en danger. Le Sénat, aujourd'hui, ne compte plus. Regardez cette vraie mauvaise blague du président de la République à Tulle, où d'ailleurs, le samedi à Tulle, il a dit le contraire sur la réforme territoriale de ce qu'il avait dit le mardi à Paris. Elle m'a choqué. Hollande vous a choqué avec sa blague sur le sénateur. Parce que, pardonnez-moi, qui est à la tête du Sénat? Son ami,
son ami Jean-Pierre Bel, qu'il a utilisé pendant 6 mois pour être une espèce de laboratoire pendant la campagne présidentielle du hollandisme. Et aujourd'hui, l'incapacité à rassembler au Sénat de la gauche, qui a gâché sa chance historique d'alternance. Vous dire que j'étais heureux d'être battu en septembre 2011 serait mentir. Mais en même temps, il y avait une chance historique pour l'institution. L'institution... Vous pensez que Bel est un mauvais président du Sénat? Je pense en tous les cas qu'il n'a rien fait de la victoire de la gauche. Et qu'il fragilise... Il fait rien du tout? Il fragilise l'institution. Au point que M. Valls, quand il vient débattre de cumul des mandats, il parlait toujours... C'est Jean-Pierre Bel ou c'est la gauche qui fragilise le Sénat? Je pense que le rôle d'un président, vous savez, j'ai connu les difficultés de majorité, c'est de rassembler, c'est d'écouter. Et à un moment, de conduire une politique. Et je dois vous dire que je constate, c'est toujours difficile pour le successeur, j'allais dire, et pour le prédécesseur de juger son successeur. On va y revenir. Mais là, c'est trop important. C'est une des institutions de la Ve République. Justement, et j'y tiens profondément. Et c'est beaucoup plus important que savoir si c'est moi-même ou un autre qui serait demain. Les internautes étaient intéressés par ce sujet. Ouais, sur le Sénat, il y a eu des commentaires récurrents qui ont été faits sur le site du JDD. Beaucoup d'internautes décrivent l'institution comme inutile, coûteuse, ringarde, demandent même à quoi ça sert. Supprimons le Sénat. Est-ce que vous comprenez ces critiques? Je les entends. Je ne les comprends pas parce qu'ils traduisent une méconnaissance profonde du Sénat. En tout cas, le Sénat, c'est d'abord une chambre qui représente le territoire. C'est une chambre qui vote la loi, mais qui doit être attentif à un certain nombre de choses. Et je vais prendre une période que j'ai bien connue comme président du Sénat. Nous avons eu des débats, Nicolas Sarkozy et moi, sur la question des libertés individuelles et des libertés collectives. Et vous le savez, le Sénat est depuis très longtemps attaché à la préservation des libertés individuelles et des libertés collectives. Voilà pourquoi le Sénat, il faut bien qu'il comprenne, n'est pas un clone de l'Assemblée nationale. Pourquoi le Sénat ne peut pas être aligné de manière partisane. Voilà pourquoi le Sénat doit avoir... Il est malade aujourd'hui, le Sénat? Il doit être autonome. Enfin, c'est un Sénat libre dont nous avons besoin. Ça n'est pas d'un Sénat aligné sur le gouvernement. Je n'étais pas aligné, et en même temps, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Et peut-être que s'il est le gagnant de la primaire, je le soutiendrai demain, mais avec toujours la même exigence. Un Sénat qui soit une plus-value. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'un pays comme l'Italie, qui avait un bicamérisme parfait, est en train de construire dans sa réforme constitutionnelle un Sénat représentant des territoires, avec un pouvoir différent, mais qui est un espace de liberté. Ce que je souhaiterais que les internautes comprennent, mais je veux bien un jour poursuivre avec eux, au-delà de votre invitation, c'est que le Sénat, c'est dans une assemblée, dans la réforme du quinquennat, que vous le vouliez ou non, la secousse tellurique qu'est l'élection du président de la République induit l'élection des députés. Le seul espace qui peut être différent du résultat de l'élection présidentielle, c'est le Sénat. Voilà pourquoi le rôle du président du Sénat, c'est de permettre l'expression libre des uns et des autres. Donc un autre sujet a été très commenté sur Internet. Le bureau du Sénat a voté contre la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça vous choque? D'abord, je ne suis pas membre du bureau du Sénat, non pas du tout pour me laver les mains de cette situation, mais la réforme constitutionnelle voulue par Jacques Chirac a réduit l'immunité des parlementaires à la seule privation de liberté. Elle n'empêche pas le cours de la justice. Donc ça ne vous choque pas? Et attendez, je ne suis pas choqué. L'immunité qui est née des conséquences de la terreur et qui s'est appliquée dans la Ve République, elle est une protection des parlementaires. Ça n'est pas un droit exorbitant. C'est fait notamment pour protéger l'opposition de pression de l'exécutif au travers de la justice. Je voudrais juste revenir, éclaircir un propos. On se souvient qu'Emmanuel Jospin avait parlé du Sénat comme d'une anomalie. François Hollande, là, vient de dire que finalement, il se félicitait de ne pas avoir été sénateur. Vous pensez que la gauche cherche à démolir le Sénat? En tous les cas, je ne le pense pas de la part de la gauche sénatoriale, parce que la plupart de mes collègues ont le sentiment que le Sénat est utile à la démocratie, qu'il est utile à la représentation du territoire. Je pense simplement qu'aujourd'hui, les relations entre l'exécutif et le Sénat sont des relations gâchées par une incapacité, notamment de la majorité de gauche, à se retrouver. Et puis, c'est vrai, le vrai patron du législatif, c'est Claude Barthelone. Cette absence de dialogue, ce qui pouvait exister entre Bernard Accoyer et moi-même,
me paraît préjudiciable à notre Allez, institution. une dernière question, Caroline. Alors, cette semaine, Nicolas Sarkozy a publié sur le réseau social Instagram une nouvelle photo de lui, ce qui a été encore une fois très commenté sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut y voir le nouveau signe d'un retour inéluctable en 2017 ? Écoutez, que Nicolas Sarkozy aille prendre un café dans le quartier où il habite, ça m'apparaît tout à fait normal. Qu'il le publie sur Internet, qu'il le publie sur Internet, ça m'apparaît aussi quelque chose de normal. Nicolas Sarkozy prendra la décision qui devra être la sienne. Elle devra être prise en conscience et en fonction de ce qu'il sentira dans l'intérêt du pays. Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est un homme d'État. C'est un acteur politique qui est temporairement retiré, c'est mon sentiment, mais il lui appartiendra de prendre sa décision. Et sa décision, elle m'apparaît respectable. Donc arrêtons de faire un feuilleton entre l'interview d'un conseiller général de la Corrèze ou l'apparition d'une photo. Je pense que Nicolas Sarkozy est un homme politique qui compte dans ce pays. Eh bien, merci Gérard Larcher et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques. Au revoir.